va faire un petit rappel des nouvelles réglementations, en particulier sur la loi Egalim 2, la loi Climat et Résilience et la loi AGEC. On suivra avec des témoignages d'acteurs du secteur qui ont déjà mis en place quelques-unes de ces réglementations. Et c'est Robin Baladi qui les présentera. Donc, avec un retour d'expérience, on aura une présentation d'uniformation. Je pense que pas mal d'entre vous doivent les connaître, pour une présentation de ce qu'ils peuvent vous proposer comme formation sur le sujet. Et puis, un long, on espère, temps d'échange et de questions pour répondre à voilà, toutes les questions qui vont certainement vous venir pendant ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'en poser un maximum dans le chat. Comme ça, on pourra les traiter en fin de webinaire, sur la dernière demi-heure, tout ensemble, sauf si vous avez vraiment une question très technique ou un peu pointue, et à ce moment-là, on interrompra la présentation et on répondra immédiatement. Donc, on est 3, donc on fera les modérateurs en fonction de vos questions. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Julien Caracciato, qui est notre intervenant donc, pour la présentation de la réglementation, qui est président de la délégation régionale Restauco Auvergne-Rhône-Alpes et qui est référent Mon Resto Responsable Auvergne-Rhône-Alpes. Julien, je te laisse compléter la présentation et puis démarrer. Merci. Merci Anne, bonjour à tous. Donc, Julien Olivier Caracciato, je suis responsable adjoint de la restauration dans une fondation et à côté de ça, du coup, j'ai la casquette de Restauco et de Mon Resto Responsable sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Mon Resto Responsable, je viendrai un petit peu plus longtemps dessus et en attendant, je vais vous partager le diaporama. Hop. Normalement, ça a dû s'afficher pour tout le monde. Impeccable. Donc, le thème aujourd'hui, c'était une alimentation plus durable. Et donc, je vais attaquer par un petit rappel des lois qui s'appliquent sur la restauration collective. Donc, il y a la loi Egalim qui a été votée en 2018, la loi AGEC en 2020 et la loi Climat et Résilience, autrement appelée aussi Egalim 2, en 2021. Voilà pour les lois. Les 5 grandes mesures, c'était diversifier les protéines, produire de qualité et durable dans l'assiette, information aux convives et les affichages, interdiction de certains contenants et ustensiles en plastique et lutter contre le gaspillage alimentaire et les dons. Alors bien sûr, on n'est pas contraint selon la taille aux mêmes objectifs. Donc déjà pour la loi Climat et Résilience, depuis 2023, on est obligé d'avoir dans nos menus, de proposer au quotidien un menu végétarien ou d'avoir sur la semaine un repas végétarien pour tout le monde. Ça dépend en fait si vous êtes plutôt en style self ou pas. Au-delà de 200 couverts, il est recommandé d'avoir un plan de diversification des protéines. C'est un grand nom barbare, en gros, pour expliquer sur les 5 ans à venir comment on rajoute les protéines végétales dans nos plans de menu. Hop. Ensuite, il y a au niveau des produits de qualité et durables dans l'assiette. Donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2022. L'obligation, c'est 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Ça, c'est seulement, donc ça c'est la loi Egalim,
c'est seulement sur ce qu'on appelle les SICO, les signes de qualité officiels, ce qui n'inclut pas bleu blanc cœur, ce qui n'inclut pas tout ce qui va être local, tout ce qui n'inclut pas tout ce qui est les PAT, donc les plans alimentaires territoriaux, et ce qui n'inclut pas non plus les marques régionales, par exemple la région du goût en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous inquiétez pas, la loi climat a arrangé la chose. Maintenant, on a le droit de les inclure en externalité alimentaire positive. Ensuite, et puis il y avait aussi les produits issus, pardon, je vais aller trop vite, les produits issus du commerce équitable aussi qui ont été rajoutés. Ensuite, il y a eu un sous-objectif. Alors, c'est vraiment plus pour la restauration d'État, donc je passerai très rapidement. Ils doivent être à 100% sur la partie viande en produits de qualité, mais vous n'êtes pas forcément, enfin, vous n'êtes pas concerné si vous n'êtes pas restauration d'État. L'obligation d'affichage aux convives. Donc là, on vient de parler de la partie qualité des produits. Et donc, du coup, on a une obligation de l'afficher en fait, à nos convives par rapport à nos résultats de l'année précédente. Donc, soit par une affiche, soit par un mail, enfin, ou sur un site internet. Il faut que ça soit disponible. C'est un peu comme les allergènes, il faut que ce soit disponible. Et bien sûr, avoir le plan pluriannuel de diversification des protéines. Ça a été dit. Un peu plus en détail sur la loi AGEC. Donc, en scolaire, ça a été de supprimer les bouteilles en plastique, sauf pour les plans bleus, donc les plans d'urgence. Enlever les gobelets. Ah, il y a un écho. Enlever les gobelets. Oui, il faut couper les micros, je ne sais pas. C'est bon. Enlever les gobelets, les verres en plastique, les assiettes en plastique, tout ce qui est à usage unique en fait. Vous l'avez forcément entendu, l'interdiction des pailles, enfin tout ce qui était jetable en fin de compte. Ensuite, en 2022, il y avait pour le portage au domicile, ça a été reprolongé parce que les industriels n'avaient pas réussi à trouver l'outil formidable qui allait tout révolutionner. Donc, c'est reprolongé de mémoire en 2026 pour le portage à domicile et pour l'hospitalier. Et après, on a entendu parler depuis peu la fin de l'impression systématique du ticket de caisse. Ça fait partie de la même loi, de la loi AGEC. Voilà. Ensuite, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, en octobre 2020, il y avait une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. On doit pouvoir faire un diagnostic. Il y a des outils qui sont assez simples, qui se trouvent sur le site Ma Cantine, où je vais revenir juste un petit peu après, pour avoir un suivi des pesées de gaspillage alimentaire. Il y a une politique de dons pour les gros faiseurs. Alors, je ne pense pas que vous soyez vraiment concerné par cette politique de dons. Mais bon, il faut l'avoir en tête en tout cas. Voici le site donc, gouvernemental, donc macantine.agriculture.gouv.fr. J'essaie de mettre le haut-parleur. Pardon? J'ai pas compris. Donc le site gouvernemental, donc il faut juste créer un compte, c'est assez rapide. Donc ça c'est mon compte à moi. Donc j'ai plusieurs cuisines, donc moi j'ai plusieurs pages, mais vous pouvez créer une page pour une cuisine. Ensuite, dedans, on peut faire nos diagnostics.
Donc, le diagnostic, c'est par rapport d'abord à la télédéclaration. Donc, c'est en valeur hors taxe du bio, des produits sous SICO, enfin, sous label de qualité. Autres achats qui ont une valeur Egalim, donc ce que je disais, par exemple ma région du goût, oui c'est ça, la région du goût pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, enfin tout ce qui va être marque régionale, les régions ultra-périphériques, par exemple, on a de plus en plus de bananes de la Réunion qui arrivent chez nous. Donc ça rentre dans les achats qui peuvent rentrer dans les Galim. Ensuite, donc on rentre aussi nos infos par rapport au gaspillage alimentaire, les diversifications des sources de protéines, les substitutions au plastique, l'information aux usagers, est-ce qu'on le fait régulièrement, une fois par an, etc. Et avec tout ça, je ne l'ai pas sorti, excusez-moi, on reçoit la possibilité de générer mon affiche. Je ne sais pas si je peux pointer. Option de pointeur. Voilà. Juste ici, générer mon affiche. Hop. Je ne sais plus comment on enlève par contre. Voilà. Un truc pour vous rassurer, voici les chiffres pour le Rhône. Donc, il y a 90 cantines sur le département du Rhône qui se sont déclarées. Il y a 31 cantines qui ont publié leurs données. Alors, beaucoup dans le médico-social, c'est assez surprenant. Au niveau national, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, dans le Rhône, c'est plutôt dans le médico-social où on a fait nos déclarations. Vous voyez que même l'administration, ils sont que deux à avoir fait les déclarations. Voilà. Et voilà les résultats sur 2022. Donc, vous voyez qu'il n'y en a que 10% qui ont réussi l'objectif d'approvisionnement Egalim, 9% de bio, 7% de durable. Alors, beaucoup ont fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y en a peu qui ont fait l'interdiction du plastique. L'information aux convives, quasiment tout le monde le fait, enfin la moitié en tout cas. Et diversification des protéines, c'est quand même peu suivi aussi. Donc, je rassure quand même tout le monde. L'objectif du gouvernement, c'est de pas de sanctionner, c'est d'aller en s'améliorant. Voilà. Julien ? Oui. On a une question qui a été posée dans le chat qui concerne une des slides précédentes concernant la réglementation pour les plastiques. Oui. Qui est très claire, c'est les barquettes plastiques sont-elles encore autorisées en livraison? Par exemple, les barquettes salades dans un panier repas. Alors, justement, ça fait partie du portage à domicile, ça, les barquettes pour de la salade, du moment que c'est du jetable, ça a été reporté. Mais sinon, si c'est pour la livraison d'une cuisine satellite, par contre, là, on doit passer sur du réemployable. Donc, soit du bac gastronorme, soit des caisses en plastique lavable. Enfin, voilà. Moi, je parle pour nos cuisines à nous. On est passé sur des caisses en plastique qui passent dans le lave-vaisselle. Et on arrive à avoir une grosse quantité de salade verte dedans, en tout cas. Ou sinon, le reste, c'est tout en bac gastro. Merci pour cette réponse qui, je pense, est claire. Sinon, Eric, n'hésite pas à mais par contre, c'est vrai que, par exemple, pour les pique-niques, je prends cet exemple-là, pour les pique-niques, moi, je suis encore en barquette en plastique parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réemployable qui soit efficace. Ah oui, donc la réponse, bonjour Julien, la réponse elle est très claire et effectivement nous la problématique elle est bien sur les pique-niques. Après sur la livraison en cuisine satellite on est bien sur soit en gastronome soit sur des grands bacs plastiques et du coup je rebondis sur la précédente slide là, sur les pourcentages là de cuisine, donc où il y avait 90 retours.
de cantines. Enfin, 31 qui ont publié leurs données et en fait, il y a 90 cantines qui sont inscrites sur le département du Rhône. D'accord. Et donc après, les pourcentages, c'est des pourcentages sur les 31 cantines. C'est pas les pourcentages ramenés aux 90 cantines globales. C'est ça. Non, c'est juste par rapport aux 31 cantines. Ok. Voilà. Non, c'est des petits résultats, on est bien d'accord. Hein. Et là, c'est que pour le Rhône, parce que j'ai pas accès à. Enfin, on arrive à avoir les données nationales, mais je me suis contenté de celles du Rhône parce que je trouve qu'elles sont déjà bien assez parlantes par elles-mêmes. Et au niveau national, les chiffres sont pas beaucoup différents. Okay. Et la lutte contre le gaspillage, il est quantifié comment? Ça va être principalement, en fait, là, c'est vraiment de l'autodéclaration. C'est est-ce que j'ai fait un diagnostic ou pas? Est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pris des mesures ou pas? Là, c'est vraiment du oui/non. Je vais vous remettre la slide. Voilà, c'est ça. J'ai réalisé un diagnostic sur les causes probables du gaspillage. J'ai mis en place des actions. Et parmi ces actions, voilà quelques exemples. Est-ce qu'il y en a d'autres? On peut réécrire. Voilà. C'est vraiment voilà, sensibiliser par des affiches, de la formation. Voilà, c'est vraiment du déclaratif pur et dur. Oui, non. On coche seulement la case qui nous concerne et c'est tout. Pour le gaspillage, il y a. Je ne crois pas que ce soit prévu pour l'instant, en tout cas, de vraiment contrôler cette partie-là. Je pense qu'ils vont plus contrôler la partie achat. Si un jour ils font un contrôle, en tout cas, ce sera plus sur la partie achat. Parce que sur la partie achat, en fait, il y a une notion aussi de. Vu que c'est la partie achat qu'on affiche aux convives, bah, ça rentre dans le cadre de la fraude. Si on dit, bah voilà, j'ai acheté 100% bio, et en fin de compte, bah, il n'y a que 10%. Là, c'est dans le cadre de la fraude auprès du convive. Mais le reste, c'est vraiment de la déclaration. Oui, non, merci Julien pour cette réponse très claire. Une autre question, je pense que tu vas y répondre rapidement, c'est sur le côté obligatoire de la déclaration sur le site Ma Cantine. Qu'en est-il? Alors, officiellement, c'est dans la loi, on est obligé de se déclarer. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction prévue. Donc, la loi dit il faut déclarer nos achats. Même si les résultats ne sont pas bons, ce n'est pas un objectif de sanction ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'objectif de se rendre compte et de s'améliorer. Il n'y a vraiment pas de notion de sanction. Je répète, je le rabâche un peu, mais c'est vraiment le but, c'est en fait, c'est d'encourager les gros faiseurs du marché, donc la GMS et les cantines alors principalement d'État, mais aussi les autres, d'acheter des produits de meilleure qualité et de préférence français, parce que le but, c'est quand même que nos agriculteurs continuent à exister et eux aussi aillent vers une agriculture plus de qualité, donc vers le bio, clairement. Enfin, c'est l'objectif du gouvernement, en tout cas. On a Eric qui lève la main, qui souhaite réagir. Oui, est-ce que les fournisseurs ont une obligation sur leur facturation de nous mettre la ventilation des différents labels? Alors, sur la facturation, ils ne le font pas tous.
ça c'est vrai. Par contre, pour l'avoir testé, il suffit de leur demander, enfin demander au commercial ou même certains fournisseurs donnent l'accès directement sur leur site à nos données Egalim à nous. Et clairement, ça, alors ils ont chacun leur propre tableau, mais c'est assez lisible et ils le font tous. Moi, j'ai vraiment, j'ai eu qu'un seul retour d'un fournisseur, plutôt un petit fournisseur local qui m'a demandé ce que c'était Egalim. Mais sinon, tous les autres, ils m'ont donné le tableau, en 2 clics, je l'avais, ou sinon, ils m'ont aiguillé sur le site internet enfin leur propre site internet, et j'avais mes données à moi d'Egalim. Et ça, ils le font bien en période. Enfin, on met de date à date et on a toutes les infos que l'on veut. Et ça, ils le font tous. Franchement. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Julien. Si tu veux, tu peux avancer sur ta présentation. Ok, donc moi je voulais aussi présenter Mon Resto Responsable, qui est une démarche qui a été initiée par le réseau Restocco et la Fondation La Nature et l'Homme, avec beaucoup de partenaires, principalement financiers, pour une restauration, comme son nom l'indique, plus responsable. Donc le principe, c'est d'approvisionner en produits de qualité avec des protéines végétales, les contenants en plastique, enfin diminuer les contenants en plastique, éviter le gaspillage alimentaire, augmenter les dons pour ceux qui sont concernés et de l'information aux convives. Bizarrement, c'est un peu adapté à la loi Egalim et à la loi AGEC, sachant que Mon Resto Responsable était avant. Je ne sais pas qui a copié. L'avantage de Mon Resto Responsable, c'est que c'est un outil gratuit. Ça, et ça le restera. C'est vraiment la gratuité de l'outil. C'est une démarche de progrès volontaire et autonome avec des auto-évaluations de ses pratiques. C'est un système participatif de garantie. Donc, ça veut dire que quand on a fait nos engagements de qualité, on demande à nos convives s'ils garantissent ou pas qu'on a fait des efforts et qu'on a fait nos engagements. Y a pas c'est pas un audit, il n'y a personne qui va venir contrôler vos factures, etc. C'est vraiment le convive qui a le droit de vote. On fait beaucoup d'efforts pour inviter la presse, de faire des gros événements. D'ailleurs, sur la région, le prochain gros événement, j'ai eu l'info hier, c'est le 10 novembre. Il y a tous les CHU de la Loire qui s'engagent dans Mon Resto Responsable. Donc voilà, c'est une info, vous avez la primeur, j'ai eu l'info hier. C'est un outil, bien sûr, d'accompagnement aux objectifs Egalim et l'avantage d'avoir un gros réseau et qui est national. Parce que rien que sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on est 4 référents régionaux. Voire même 5 si j'oublie quelqu'un. Pardon, on est 5. Je ne me compte pas. La démarche, donc c'est un questionnaire. Ça permet de prendre en fait une photo. Il y a beaucoup de questions. Il y a 180 questions. Les pommes, de quelle qualité elles sont, les oranges, les bananes, les carottes. Après, au niveau du gaspillage, est-ce que j'ai fait un diagnostic, quel est le résultat, etc., etc. C'est beaucoup plus poussé. Ensuite, il y a une visite technique entre pairs. C'est vraiment à l'engagement. C'est au cas où on a des questions. C'est pas un contrôle. C'est pas un audit, c'est vraiment plus pour répondre à des questions, pour dire voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ensuite, il y a le choix des pistes d'amélioration et la séance publique d'engagement. Les engagements, c'est pour 2 ans.
Au bout de 2 ans, on refait une séance publique. Par contre, là, de garantie. Donc là, il y a le vote des convives. Sur 4 piliers, le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et territorial. Voilà. Donc, mon resto responsable, quelques chiffres. Donc, il y a 1669 sites engagés. Alors, ça date un petit peu d'avril 2022. Je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, ça représente quand même beaucoup de repas par jour. Et bon, principalement dans l'enseignement. Et voilà, j'ai terminé. Est-ce que je suis bon dans le timing, Robin et Anne? Oui, c'est bon. Impeccable. Merci, Julien. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Julien. Je mets le Merci. lien de la vidéo de présentation Mon Resto Responsable dans le chat si certains veulent la regarder de leur côté hors webinaire. On va gagner les 2 minutes 50 de présentation de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je viens de la glisser dans le chat. Grand merci, Julien, pour cette présentation. Je me rappelle plus si tu restes avec nous pour répondre aux éventuelles questions. S'il y a des questions un peu techniques, je reste jusqu'à midi. Ouais, pas de souci. Ok, super. Tu veux que je quitte la présentation ou je laisse Eh ben ouais, on va passer au format témoignage. Donc, tu peux quitter la présentation, comme ça les gens auront un meilleur visuel sur les participants qui s'expriment. On va donc passer sur un volet témoignage et on enchaînera ensuite sur les questions-réponses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robin Baladi, je suis le coordinateur du réseau Iserdrome Destination Junior, qui fait donc partie du collectif Junior, qui est co-organisateur de ce webinaire. Pour les témoignages, on a sélectionné 3 structures qui représentent 3 échelles différentes et 3 fonctionnements différents au niveau des publics accueillis, qui sont plus ou moins déjà engagés dans la démarche Egalim et qui ont accepté donc de partager avec nous ce que ça a impliqué sur leur fonctionnement. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Thomas Martin, qui dirige le centre La Matracière, qui est situé dans le Vercors, et qui, donc, assurant la restauration scolaire, a dû répondre à cette réglementation Egalim, mais avec, il me semble, une expérience très particulière, Thomas. Ouais, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Bon, parfait. Et ben oui, donc moi je suis directeur d'une petite structure, un petit centre de vacances 70 couchages dans le Vercors, et voilà, pour des besoins, on va dire, il y a quelques années, on a répondu au marché des cantines scolaires des villages alentours. Alors on a plus été sollicité que vraiment avons répondu initialement aux appels d'offres, parce qu'il n'y avait plus de fournisseurs sur les villages alentours. Et voilà, et petit à petit, on a grossi. Et aujourd'hui, on fait voilà, à peu près 80 repas par jour qu'on livre en liaison chaude pour les cantines. Bon, on s'est retrouvé soumis à Egalim lorsque c'est paru, et il a fallu s'adapter. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on n'a pas. Alors, on parlait tout à l'heure des déclarations, hein, on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait induire. Nous, on ne déclare pas directement, nous, parce que c'est les communes qui déclarent chacune leur cantine. Et aujourd'hui, même parce qu'on est sur des regroupements pédagogiques, sur des petits villages, et même je sais que toutes les communes d'ailleurs ne le font pas. On a vu d'ailleurs que voilà, tout le monde n'était pas inscrit, mais je sais que voilà, par exemple, sur les trois communes, il n'y en a que 2 sur 3 qui ont fait les démarches nécessaires. La plus grosse, nous, au niveau interne, le plus gros changement, parce que on va dire que là, on était déjà dans cette démarche-là, ça n'a pas été tant au niveau des fournisseurs qu'au niveau au niveau du fonctionnement. Pour nous, ça n'a quasiment rien changé. On l'a même plutôt, nous, vécu comme un petit retour en arrière, dans le sens où n'étaient pas pris en compte notamment les produits locaux et tout ce qu'on pouvait avoir juste à côté de chez nous. Après, avec la compréhension qu'au niveau national, ça peut pas, il faut trancher là-dessus. Mais
Mais on l'a plutôt vécu comme ça et on s'est adapté aujourd'hui. Si on prend juste là ce qui rentre dans Egalim, on est à peu près à entre 40 et 45% en bio et puis 10 autres pourcents, on va dire, qui rentrent dans Egalim. Donc on rentre à peu près autour de 55% dans la démarche et on est toujours, on va dire, à la recherche de nouveaux partenaires fournisseurs. Et ça, c'est plus, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus long à se mettre en place. Forcément, il faut que derrière l'approvisionnement puisse suivre. Et surtout, des fois, étant donné qu'on est sur un volume, enfin un pourcentage, au niveau du chiffre d'achat, en fonction des produits qu'on achète, tous n'ont pas le même coût. Donc, des fois, on peut avoir sur un menu on peut avoir peut-être 80% de son menu qui est bio, mais si par exemple la viande ne l'est pas, enfin en tout cas elle ne rentre pas dans les Egalim, là forcément ça chamboule tout. Donc il y a aussi fallu trouver ces équilibres-là dans la prise en compte des Egalim. Et finalement, nous, le fait d'y rentrer, petit à petit, on se rend compte qu'on tend à évoluer de plus en plus vers... Enfin, Egalim est plus limite, on va dire, dans la prise en compte de la... Voilà, c'est plus une problématique. L'objectif, il est vraiment même d'aller aujourd'hui, de tendre vers le 100%, quoi. Pour nous, en tout cas. Euh, Avec aussi les équilibres financiers qu'il faut trouver. Après, il y a quand même voilà, la dernière crise qu'on a subie, on rabattu toutes les cartes aussi et un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des producteurs bio locaux moins chers que le conventionnel. On se retrouve avec... Donc, ça n'a pas forcément rabattu les cartes que dans le mauvais sens. Mais voilà, par contre, ça nous a rajouté une contrainte, notamment dans la déclaration et dans le fait de tenir à jour ce registre. Nous, on tient ça à jour à travers un tableur. Voilà, ça demande chaque semaine 1 heure de travail à ma collègue qui saisit en fait enfin, qui ventile un peu toutes les factures, quoi, tout simplement. Parce qu'après, oui, on peut avoir aussi à travers comme on le disait tout à l'heure, à travers les fournisseurs, on peut avoir les tableaux récapitulatifs assez facilement. C'est très simple, mais quand on intègre un petit peu tous les petits fournisseurs qu'on a autour de chez nous, notamment sur le Vercors, ça c'est moins simple. Donc voilà un petit peu nous le retour d'expérience qui n'a pas chamboulé forcément notre quotidien, hormis sur une partie déclaration en fait. Euh, et ça, forcément, il faut le prendre en compte. Nous, on le fait de manière très empirique avec un tableur Excel, parce que on n'a pas les moyens non plus, enfin, on n'a pas le volume nécessaire pour investir dans des outils de gestion qui seraient très efficaces si on fait du volume. Mais ça marche très bien, en tout cas pour les petites structures euh, qui ont besoin. Et, enfin, voilà, ces outils, on nous les avait fournis en formation, justement. Voilà, c'était des partages d'outils, hein. Donc, le réseau marche très bien là-dessus et il ne faut pas hésiter sur un outil que si certains petits, entre guillemets, veulent, enfin, voilà, il est beaucoup plus adapté aux petites structures, mais s'il y en a certains qui le veulent, je peux le partager sans souci d'ailleurs. Voilà, ce sera avec plaisir. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc après, s'il y a des questions, je peux amener des témoignages voilà, sur cette partie-là, mais sur la mise en place. Mais voilà un petit peu. Merci beaucoup Thomas pour ce témoignage très intéressant. Il fait écho à une question qui a été posée notamment à l'inscription, qui était identifier les pistes des réflexions et des menus pour satisfaire Egalim 2 sans impacter nos marges. Je la glisse maintenant, puisque on ne va pas forcément poser toutes les questions à la fin. S'il y a des réactions par rapport au témoignage de Thomas, la partie déclarative ou cet équilibre à trouver aussi financier qui est important pour nos organisations. Si Julien, j'ai vu que tu réagissez au témoignage de Thomas et que c'était plutôt positif. Donc, si quelqu'un veut réagir avant de passer au prochain témoignage, n'hésitez pas. Julien, vas-y si tu voulais prendre la parole. Non, c'était pour féliciter Thomas et je suis complètement d'accord avec lui que Egalim ne prend pas du tout en compte les petits locaux et c'est bien le problème justement de cette loi. C'est vrai que nous aussi, Egalim 1, en tout cas, on l'a pris un peu comme un retour en arrière. Je suis bien d'accord là-dessus. Egalim 2 a rétabli un petit peu la balance, mais Egalim 1, c'était vraiment un retour en arrière. Je suis bien d'accord. Pour ceux qui avaient déjà fait des actions, je suis bien d'accord.
Mais bravo, du coup. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, on va passer au témoignage suivant. Si certains ont des tuyaux pour justement, alors sans satisfaire Egalim 2, mais aussi être dans une démarche d'amélioration continue sans impacter les marges, et si certains ont trouvé la formule qui va bien, n'hésitez pas aussi à intervenir au cours du webinaire. Je pense que tout le monde sera très intéressé pour savoir comment faire. Ouais. Du coup, on va passer au… Après, juste, Robin, je me permets juste d'intervenir. Tu parlais justement ouais, de l'impact sur les marges, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi petit à petit des solutions qui arrivent. Et bon, les fournisseurs s'y mettent, mais je vois par exemple, même à travers, voilà, il y a Projet qui est présent, mais il y a aussi des solutions qui se mettent en place aujourd'hui. Et il y a aussi un travail de sensibilisation aussi des cantines, en tout cas nous qu'on livre, à travers, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, sur les fruits et les légumes, on arrive à bosser beaucoup avec du déclassé. Et par exemple, on livre aussi une crèche. La crèche, ça leur va très bien d'avoir une pomme qui n'est pas calibrée en gros calibre. Il y a des choses comme ça. Et nous, aujourd'hui, on a des fournisseurs bio à travers la PEF, par exemple, en fruits et légumes, sur du déclassé, qui sont moins chers voire bien moins chers que certains produits euh, pas bio. Donc, il y a aussi des stratégies qui se mettent en place, je pense. Il ne faut pas hésiter à creuser. Et quand on commence à creuser, on trouve des choses qui sont assez intéressantes. Voilà une solution très concrète et pratico-pratique. Allez, on est aussi soumis par le timing, donc je passe au témoignage suivant. Merci beaucoup Thomas pour ta contribution. Je vais laisser la parole à Véronique Lorenzelli, qui gère 2 centres Ternelia dans le Doubs et à Embrun, et elle va nous parler principalement de sa gestion des biodéchets et de la labellisation clé verte. Si on reste sur un format comme on vient de le faire, de 10 minutes là, pour témoignage avec des petites réactions, c'est parfait. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, moi, je représente 2 établissements, qui est situé donc dans le Doubs de 140 lits et un autre donc dans les Hautes-Alpes à Embrun de 220 lits. Donc effectivement, j'ai été sollicitée surtout pour parler de 2 points, la partie déchets et la partie clé verte. Concernant les déchets, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place sur le site du Doubs. Donc en fait, il y avait une démarche aussi au niveau touristique, donc d'aider les structures à améliorer en fait le tri. Donc on a été aidé par un centre de tri. Donc on en est déjà tout d'abord nos équipes pour visiter ce centre de tri. Et ensuite, on a une personne qui est venue avec nous pendant une semaine pour observer comment le personnel donc fonctionnait au niveau de la plonge, avec le retour de la salle, les cuisines, etc. Et donc, elle nous a observés. Elle a aidé les équipes aussi donc à mettre en place correctement le tri. Et par rapport aux déchets, donc la conclusion a été, on imaginait peut-être installer un compost. Et finalement, après cette semaine donc on va dire d'observation, elle nous a déconseillé le compost par rapport en fait au site que nous avions et la difficulté que cela allait engendrer pour le personnel. Toutes les contraintes voilà, de tri, etc. Donc, ce qu'elle nous a préconisé, on a travaillé finalement donc, avec une société qui nous prélève nos déchets alimentaires pour en faire de la méthanisation. Voilà, c'est ça qui a été mis en place sur le site du Doubs. Donc, il y a des prélèvements, enfin des ramassages en fait de nos déchets qui sont faits 2 fois par semaine. Et on s'est aperçu aussi que ça nous a fait faire évidemment de belles économies, notamment sur tout ce qui est déchets en général. On a fait à peu près 3 000 € d'économies par an en mettant en place ce système. Voilà, donc c'est un système qui fonctionne bien. Bon, je ne dis pas que quelquefois, il peut y avoir des petites erreurs, on va dire, dans le tri de la part des équipes. Et donc là, dans ce cas, on est alerté aussi par la société qui fait le ramassage. C'est arrivé quelquefois qu'ils ne prenaient pas les poubelles parce que voilà, il y avait pas forcément le mélange n'était pas correctement fait. Sur le deuxième site donc, qui est situé à Embrun, là par contre, on a mis en place le compost. Donc pour échanger, moi ça fait qu'1 an que je suis sur le site, mais pour échanger un petit peu avec les équipes de la maintenance, ce qu'elle me disait, c'est que eh bien, bon, ici, on a beaucoup de déchets, vous imaginez, 220 lits, et que malheureusement, elles n'ont pas vraiment le temps de s'occuper du compost après. Donc, on a 7 bacs de compost
Et c'est vrai que voilà, le manque de temps, on a pourtant 2 personnes à la maintenance, mais le manque de temps fait que c'est bien, on fait du compost, mais on ne l'utilise pas forcément derrière. Voilà, un petit peu parmi les contraintes. Concernant Clé Verte, donc les 2 villages sont labellisés Clé Verte depuis quelques années déjà, 5-6 ans. Donc d'année en année, pour je ne sais pas si certains connaissent ou pas le label, d'année en année, on nous demande, donc au démarrage, il y a certaines démarches qui sont mises en place, mais d'année en année, Clé Verte forcément nous demande d'améliorer toute la démarche. Et si on parle du sujet alimentation, en tous les cas pour le centre d'Embrun, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on nous demande effectivement d'acheter un certain pourcentage de produits bio et locaux. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos équipes d'achat. Donc nous, très clairement, c'est notre chef de cuisine qui fait les commandes. Et on s'aperçoit que la difficulté, c'est que quand nos équipes sont habituées à certains fournisseurs, à certains menus, on a du mal en fait à les sensibiliser à rentrer dans cette démarche et à changer un petit peu leurs habitudes, on va dire, de menus, de consommation. Donc ça, c'est un peu la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui également avec Clé Verte, c'est qu'on se sent un petit peu seul dans la démarche. C'est-à-dire que effectivement, nous, Clé Verte, c'est une démarche, on va dire, volontaire, dans laquelle on est complètement rentré. Et d'année en année, comme je le disais, on nous demande d'évoluer, de faire un bilan sur ce qui a été fait, vers quoi on veut aller. Et on se sent un petit peu seul. Quand je dis on se sent un peu seul, c'est qu'on sollicite Clé Verte pour leur demander, par exemple, des exemples dans d'autres structures ou voilà, pour qu'on ait des choses concrètes, de voir un petit peu ce qui a été mis en place par ailleurs pour nous aider à évoluer. Et on n'a pas forcément de retour. Donc voilà, c'est un petit peu notre regret, c'est que voilà, on est un petit peu livré à nous-mêmes et on ne sait pas toujours forcément où aller chercher les infos pour progresser dans le label. Après, il y a toute la problématique aussi de tri, alors vis-à-vis de nos vacanciers aussi, qui est compliquée. On essaie de les sensibiliser à nos réunions d'accueil. On a des gros panneaux d'affichage sur notre démarche Clé Verte. On reçoit aussi beaucoup de randonneurs. Donc, normalement, on pense que ce type de public devrait être sensible à notre démarche. Et en fait, au travers de notre questionnaire de satisfaction, on leur a demandé concrètement, voilà, aujourd'hui on est Clé Verte, voilà ce qu'on fait. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer? Et on est assez déçus des retours. Les retours, en général, c'est écoutez, ce que vous faites, c'est déjà bien. Et voilà, donc on s'attendait un petit peu à ce que nos vacanciers puissent aussi peut-être, voilà, au travers de leurs expériences, pourquoi pas personnelles dans leur vie quotidienne, puissent peut-être nous aider à améliorer notre démarche. Et en fait, on s'aperçoit qu'en vacances, malheureusement, les vacanciers, ils n'ont pas forcément de sensibilisation sur la démarche. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà un petit peu le retour que je pouvais vous faire à la fois sur le tri des déchets et sur Clé Verte. Merci beaucoup, Véronique. Il y a une question qui avait été posée à l'inscription par un participant qui concernait vraiment la gestion des biodéchets et qui était comment composter les biodéchets en réduisant les problèmes d'odeur. Est-ce que tu souhaites apporter ta contribution? Alors, oui, juste pour dire que pour le site d'Embrun, en fait, nos composts, ils sont quand même très éloignés, on va dire, de la partie collective, voilà, où sont nos résidents, quoi. Donc, a priori, l'équipe de maintenance ne m'a pas forcément fait remonter. En fait, on a une structure avec, effectivement, la partie hébergement en dur et un peu plus loin, on a un camping. Donc, en fait, les bacs de compost sont installés entre les 2 sites et franchement, on ne nous a pas fait remonter ce genre de problématique et l'équipe de maintenance ne me l'a pas signalé non plus. Donc, a priori, je pense qu'il faut effectivement s'en occuper. Il faut assez régulièrement, j'imagine, voilà, s'occuper des bacs, mais sans quoi, non, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. OK. À ce sujet, ça va concerner une toute petite partie des participants aujourd'hui, mais je me permets de prendre 30 secondes pour les participants de la Drôme, puisqu'on a Bénédicte Séguret qui est avec nous aujourd'hui et qui représente la Drôme Attractivité. Il y a 3 journées qui sont organisées prochainement, les 16, 17 octobre et le 7 novembre, qui sont des journées thématiques sur la prévention et la gestion des biodéchets, justement. Donc, si certains sont situés en Drôme et sont intéressés par cela,
n'hésitez pas à vous rapprocher de Bénédicte Séguré de la Drôme Attractivité. Je pense que vous la connaissez. Sinon, vous venez vers moi et je vous donne le contact avec plaisir. Au moins, le message est passé. Pour revenir sur l'intervention de Véronique, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a d'autres structures là qui sont clés vertes éventuellement ou pas pour savoir un petit peu. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît, pour VTF. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Allez-y. Oui, nous sommes également dans la démarche Mon Resto Responsable. Nous sommes également dans la démarche Les Vertes. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus après si vous le souhaitez. Mais je voudrais avoir des précisions sur ce que vous avez mis en place pour la collecte des déchets. Ça se passe avec qui? Ça se passe comment? Et quand vous nous dites que ça vous fait réaliser une économie, c'est une économie par rapport à quoi? Alors, sur le site du Doubs, en fait, c'est une société qui intervient, qui fait les relevés de nos déchets alimentaires. Voilà, donc ça a un coût, forcément. Et quand je disais que ça nous a fait faire des économies, en fait, globalement, c'est sur, je dirais, la collecte des déchets en général. C'est-à-dire qu'avant, très clairement, on mélangeait tout. Forcément, ça faisait du poids dans les containers. Voilà. Et comme aujourd'hui, on a vraiment séparé cette partie déchets alimentaires de tous les autres déchets, voilà, on a fait le constat en fin d'année que le fait de mettre à part toute la partie alimentaire nous faisait vraiment faire des économies sur le ramassage des déchets en général, quoi. Voilà. Parce que vous aviez un ramassage des déchets qui était déjà établi sur la base du poids qui était collecté. Tout à fait. Exactement. Ah, oui. Et la deuxième question, c'était… non, c'était la seule. Non, c'était la vraie. Okay. Oui, c'était quelle société, mais peu importe, je pense qu'il a… Oui, oui. Et sur le site donc où on a le compost, là, forcément, ce sont les équipes de maintenance qui s'en occupent. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage, mais je pense que le témoignage suivant va venir aussi en écho. Voilà, on monte un petit peu dans l'échelle, puisque là, on va parler à l'échelle d'un groupe comme VTF. Et comment ce type de démarche, donc soit la loi Egalim, la gestion des biodéchets ou la démarche Mon Resto Responsable, a pu être mise en place à l'échelle d'un groupe national. Et donc, je vais laisser la parole à Gérard Brest, qui va pouvoir témoigner de cette mise en place. Et ensuite, on passera au temps des questions-réponses. Non, on aura l'intervention d'une information et les questions-réponses. Donc, on est bien dans le timing en restant sur des témoignages d'à peu près 10 minutes. Merci. Très bien, merci. Oui, alors, nous sommes en même temps engagés dans la démarche Mon Resto Responsable et dans la démarche Clé Verte. En ce qui concerne Mon Resto Responsable, c'est une démarche dans laquelle nous nous sommes engagés volontairement en 2018. Mon Resto Responsable, on le sait, c'est plus dans le domaine de la restauration collective. Nous gérons plutôt des villages de vacances. On n'approvisionne pas de cantine ou autre, mais on a voulu rentrer dans cette démarche parce qu'elle nous a semblé intéressante, parce qu'elle nous permet en même temps d'être dans une démarche de progrès et en même temps d'être dans une démarche qui n'est pas contraignante. Et c'est ça qui nous a semblé intéressant, c'est-à-dire que dans cette démarche-là, on choisit ses propres objectifs. Ça nous permet d'avancer à notre rythme en tenant compte d'un certain nombre de contraintes, y compris des contraintes budgétaires, s'il le faut. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'effectivement, au bout de 2 ans, on mesure le chemin accompli et on se refixe des objectifs. Si on ne les a pas atteints, on essaie de savoir pourquoi et on fixe des nouveaux objectifs. Et puis, la plupart du temps, enfin nous en tout cas, nous avons constaté que les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints, voire dépassés dans un certain nombre de domaines. On a par exemple travaillé sur nos approvisionnements, sur la qualité des produits utilisés en restauration. On a travaillé sur le fait de proposer plus de produits faits maison. Voilà, on s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Les 2 premières années sont tombées, enfin la fin des 2 premières années s'est tombée au moment du Covid, donc on a repoussé d'une année le bilan.
Et là, nous en sommes à la fin de la deuxième période, puisque la deuxième période allait de 2021 à 2023. Et nous allons, avant la fin de cette année, faire notre séance de garantie. Voilà, donc c'est pour nous une véritable séance de progrès, une démarche de progrès qui nous permet, encore une fois, de fixer ses propres objectifs et de faire en sorte que toute notre entreprise, nous gérons 35 établissements, enfin sur les 35, on a de la restauration sur près d'une trentaine d'établissements qui sont situés un peu partout sur le territoire, et ça nous permet d'avoir une démarche qui soit partagée auprès de l'ensemble de nos équipes. Ça nous permet bien entendu de la communiquer à l'externe, bien entendu à nos clientèles, mais surtout aussi d'avoir une démarche partagée en interne, ce qui est très intéressant. Alors, comment est-ce qu'on a progressé là-dessus? Il a fallu bien entendu qu'on progresse sur nos achats, sur les produits référencés auprès de nos fournisseurs. Il a fallu qu'on travaille aussi avec nos chefs de cuisine pour changer un certain nombre de méthodes de travail. Mais globalement, on a réussi à progresser sans avoir une pression énorme sur les coûts, parce que c'est nous qui avons fixé les objectifs et qui nous sommes fixés le rythme de progression. Je peux dire qu'en fait, cette démarche, elle est très valorisante pour nous, avec quand même un certain nombre de difficultés à surmonter. Une des difficultés, c'est le fait que nous travaillons beaucoup avec des équipes saisonnières et que finalement, il y a quand même un renouvellement assez important de nos équipes. Donc, on ne peut pas progresser au même rythme que si nos équipes étaient parfaitement stables, puisque forcément, on est obligé de reconstruire un petit peu chaque année. Donc ça, pour nous, c'est une des difficultés que nous rencontrons. Il faut le dire aussi, sur la dernière année, on a été obligé de mettre un petit peu la pédale douce sur nos objectifs, compte tenu de la pression budgétaire que nous avions et de la pression inflationniste que nous avons eue sur nos approvisionnements. Donc, on a été obligé de recaler un petit peu nos grilles de menus pour arriver à rester dans le cadre de nos budgets, sans trop mettre en péril la démarche. Mais sans la mettre en péril, ça nous a un petit peu ralenti quand même. Donc, je pense que dans le bilan que nous allons faire cette année, on va constater qu'on a un peu ralenti notre progression dans la démarche à cause de ces contraintes budgétaires. Voilà ce qu'on peut dire sur mon resto responsable. Sur le deuxième volet, qui est le volet clé verte, nous sommes engagés également dans cette démarche depuis 2 ans maintenant. Alors, tous nos villages de vacances ne sont pas encore labellisés, mais à la fin de cette année, on espère en avoir labellisé à peu près un tiers sur l'ensemble. C'est une démarche qui est, alors, elle, plus contraignante, parce qu'on est tenu par des référentiels et parce que nous avons des audits qui sont menés. Alors, la démarche clé verte, c'est d'abord des visites en amont. Ce n'est pas forcément une visite d'audit, c'est une visite de conseil. Et ensuite, on doit faire tout un retour documentaire pour justifier qu'on est bien rentré dans la démarche. Moi, je retiens de cette démarche qu'elle nous fait avancer. Si je dois la comparer à mon resto responsable, ce que je regrette un peu dans cette démarche de labellisation, c'est qu'elle nous oblige à rentrer impérativement dans un cadre et que parfois elle nous oblige à aller dans des directions où on n'aurait pas forcément envie d'aller tout de suite, on aurait envie de donner la priorité à d'autres choses, et que finalement, parce que c'est la démarche qui le veut, on est obligé d'aller dans cette direction-là. Je trouve qu'une démarche où on se fixe soi-même ses objectifs de progrès, alors peut-être que ça fait progresser moins vite, mais au moins ça permet de progresser de façon harmonieuse. Et je préfère, moi, cette démarche Mon Resto Responsable que la démarche de labellisation clé verte. Et puis, ce qui me pose un petit peu problème aussi sur cette démarche de labellisation, c'est que les auditeurs ne sont pas forcément les mêmes d'un établissement à l'autre, et que parfois on a des écarts d'appréciation d'un établissement à un autre avec tel ou tel auditeur, et que parfois on nous impose des choses sur un village qu'on ne nous impose pas ailleurs. Ça, c'est pour moi aussi une difficulté. Ceci dit, ça nous a obligés aussi à avancer sur un certain nombre
de sujets. On parlait tout à l'heure de la gestion des biodéchets. Nous aussi, nous avons mis en place de façon expérimentale sur 2 établissements le compost depuis une année. Et là, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, la question des odeurs, je pense que c'est surtout une question de façon de traiter le compost et la façon de voir les choses avec une certaine rigueur, puisque nous avons mis ça en place sur 2 établissements qui sont dans le sud, avec des périodes de très forte chaleur en été. Et il y a un des 2 établissements où on nous a signalé effectivement qu'en période de forte chaleur, il y avait quand même des remontées d'odeur qui étaient assez gênantes pour nos vacanciers. Et sur un autre établissement qui est à peu près situé sur les mêmes latitudes, on nous a dit qu'il n'y a pas de problème et aucun problème de remontée d'odeur nous a été signalé. Je crois qu'en réalité, c'est la façon de traiter les choses. Hein. Quand on fait du compost, il faut faire des apports importants dans les biodéchets qu'on dépose. Bon, il y a vraiment tout un travail. Nous, on a travaillé avec des maîtres composteurs qui sont venus nous expliquer comment faire, qui nous ont formés. Et je crois qu'après, la façon de traiter le compost par nos équipes est, je pense, significative de la façon, enfin, des résultats qu'on obtient. Ceci dit, la question du compost, pour cette question-là, on bute aussi sur les espaces. Hein. On a, nous notamment, des villages de vacances qui sont situés en montagne, où on n'a pas forcément la possibilité de faire du compost en hiver, c'est plus compliqué. Donc, on est obligé de trouver des solutions alternatives. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur la question de la collecte des déchets par des organismes spécialisés. On a aussi vu qu'il existe des appareils aujourd'hui qui nous permettent de fabriquer du compost en un temps un peu record dans ce qu'on appelle des digesteurs, par exemple. Bon, ces appareils coûtent très cher, ça représente quand même des investissements qui ne sont pas négligeables. Et là, on est dans une phase où on se pose pas mal de questions pour savoir comment on aborde la suite avec les obligations que nous avons sur le traitement des biodéchets. C'est pour nous une vraie question. On peut dire qu'on est en train de tester des solutions, mais on n'a pas encore la réponse qui conviendra à tous nos établissements. Voilà ce que je peux vous dire sur ces sujets. Merci beaucoup pour ce témoignage également très, très intéressant. On est sur 3 témoignages. Là, la dernière demi-heure était passionnante. Merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience. Le témoignage se termine quand même par une partie interrogative et voilà, on est en test, on n'a pas encore trouvé la solution. Si certains souhaitent réagir et ont trouvé une solution de traitement des biodéchets qui convient en montagne, dans des zones chaudes et avec un résultat égal, n'hésitez pas à intervenir. S'il n'y a pas d'intervention spécifique là-dessus, moi j'aurais une question, et je te laisse la parole juste après, Clément, qui sera plutôt à Julien ou aux personnes qui sont à la fois régies par la loi Egalim et qui ont mis en place la démarche Resto Responsable. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Le lien entre les deux, est-ce que s'engager dans la démarche Resto Responsable facilite grandement derrière le remplissage de l'outil Ma Cantine? Alors évidemment, les outils ne sont pas interconnectés, mais voilà, les données que ça nous apporte, est-ce que ça permet de manière non contraignante de rentrer dans cette démarche contraignante? Ma question est un peu bizarre, mais je pense qu'elle sera comprise. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais bon, forcément, je suis pro mon restaurant responsable. Et puis, j'étais engagé avant Egalim. Donc, du coup, un peu comme Thomas tout à l'heure, en fait, le fait de mon restaurant responsable, je l'utilise plus comme un outil de communication. Parce que vu que c'est mes propres engagements, enfin les engagements de notre cuisine, comme disait Franck, c'est pas imposé. La seule chose
qui est imposé, on va dire, c'est de prendre au moins un engagement par pilier. Donc, un engagement soit nutrition, soit bien-être du convive, un engagement sur une alimentation, enfin, des achats durables, un engagement sur social et territorial et un engagement sur les produits d'entretien. Donc, en soi, tout le monde fait déjà des actions enfin, dans sa cuisine. On est tous sensibilisés aujourd'hui bah, au durable. On s'est rabâché, on a tous les commerciaux qui viennent nous voir, toquer à la porte pour vendre la meilleure machine qui va nous permettre de composter via le nouveau digesteur ultra high-tech ou 4 planches en bois qui vont faire un petit compost de jardin pour un atelier jardinage pédagogique. On fait tous quelque chose. Le fait de rentrer dans la démarche Mon Resto Responsable, c'est que ça permet de mettre en avant, de lui dire, ben voilà, on fait ça, on fait vraiment ça, on fait pas rien. On n'est pas juste cloisonné dans notre cuisine au sous-sol, sans lumière et à recevoir des tonnes de camions avec des produits on ne sait pas d'où ils viennent. Non, il y a des produits qui viennent du voisin, il y a des produits qui sont locales, et c'est juste en fait, le mettre en avant tout ça. Et la loi Egalim, c'est un peu en écho. Il y a quand même un peu cette notion d'achat de qualité, de dire on achète de qualité. Pour moi, c'est complémentaire, même si je préfère Egalim 2, où on peut parler un peu plus de local sans trop énerver l'Europe. Mais voilà, pour moi, c'est complémentaire. Et puis souvent, enfin, dans beaucoup d'établissements qui s'engagent actuellement, un des engagements, c'est justement d'augmenter leur part pour atteindre les objectifs d'Egalim. Donc, leur part d'achat pour atteindre les objectifs d'Egalim. Donc, de plus en plus, en tout cas, on entend ce genre d'engagement. Voilà. Je peux appuyer ce que tu dis, Julien, et je reprends en fait les propos de M. Brest. Je pense que le plus important, en fait, c'est la marge de manœuvre que vous avez. Comme pour l'instant, dans les obligations légales qui arrivent là, depuis le 1er janvier 2023 et puis là, en 1er janvier 2024 pour les biodéchets, ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez le faire à votre rythme, en fait, et ne pas attendre qu'il y ait vraiment un contrôle et que la loi devienne vraiment ultra contraignante pour entrer dans le parcours, parce que ça va être très long, et puis en termes de coûts, vous n'aurez pas la main. C'était très bien expliqué tout à l'heure, vous n'aurez pas la main pour en fait lisser les coûts et étudier toutes les possibilités pour avoir la meilleure rentabilité. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant en fait dans ces démarches-là. C'est de vous laisser le temps de vous acculturer en fait à ces lois, de vous acculturer peut-être aux démarches de Mon Resto Responsable, parce que c'est une piste comme une autre, mais c'est vrai que c'est très aidant, et de prendre le temps en fait de rentrer déjà dans ces démarches-là pour avoir, en fait, pour garder la main tout simplement. Sur vos menus, sur vos choix de fournisseurs et sur tout le contrôle de votre restauration aujourd'hui. Voilà, et puis juste une petite aparté sur la gestion des biodéchets. Étant donné que la loi n'arrive et n'obligera tout le monde qu'à partir du 1er janvier 2024, on n'a pas encore toutes les solutions qui peuvent exister sur le marché, mais c'est en plein développement. Donc, je pense que d'ici 6 mois, on aura des offres et beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de possibilités et de meilleurs tarifs, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe en France. Les premiers qui se lancent dans les projets, c'est toujours un petit peu cher. Et puis, plus il y a de monde pour utiliser, moins c'est cher.
Donc moi, je compte beaucoup là-dessus et je me dis que d'ici 6 mois, 1 an grand maximum, on aura vraiment du matériel et des outils pour pouvoir entrer dans l'application de ces lois, le traitement des déchets. En comptant un petit peu sur les collectivités aussi, qui normalement, ils sont soumises, elles, depuis 2 ans. On n'a pas, enfin voilà, donc je ne sais pas en fonction de là où vous habitez, si vous avez vraiment vu un grand changement. Mais voilà, mais en tout cas, au niveau des collectivités, elles sont déjà dans l'obligation depuis 2 ans. Donc c'est pour vous dire que ça vient lentement. Voilà, il y a des lois, mais tout se fait lentement. Voilà, c'était juste une petite intervention personnelle. Et n'hésitez pas, en tout cas, pour les solutions quand même déjà des solutions. Et pourquoi mon resto responsable aujourd'hui est Restoco? Parce qu'on est partenaire et que si vous avez envie d'adhérer, n'hésitez pas aussi à nous le dire. On a des avantages, on est vraiment partenaire avec eux. Voilà, merci. Une petite micro-coupure au début de ta phrase, mais je pense qu'on a compris le sens, Anne. Voilà, je pense qu'on peut avancer. On va laisser la parole à Uniformation. Donc on a Robin, pardon, mais il y avait Clément qui voulait parler, tu sais, si je peux me permettre. C'est vrai que parce qu'il a baissé la main depuis. Clément, est-ce que tu souhaites toujours intervenir? Ouais, en 2-3 petits mots, mais en fait, ma question était un peu celle que tu as posée, toi, Robin, après l'intervention de Franck, à savoir le lien, si tant est qu'il existe, entre la démarche Resto Responsable, que je découvre plus ou moins aujourd'hui, donc c'est l'un des grands intérêts que je porterai à cette présentation webinaire, et la loi Egalim. Franck nous a parlé de la démarche entreprise au sein de vos établissements sur cette démarche Resto Responsable, sur la clé verte, je crois également. J'aurais aimé avoir, si cela est possible, votre avis, car j'ai trouvé votre intervention très intéressante, votre avis justement sur la déclinaison ensuite en Egalim 2, pour nous, pour vous, hébergement touristique. Vous êtes, j'ai bien compris, en gestion de villages de vacances. Moi-même, je suis gestionnaire de centres de vacances, donc plutôt à destination d'un public junior. Et vous avez dit en préambule de votre intervention que vous ne vous considériez pas tellement comme, ou c'est pas le terme exact, je ne l'ai plus en tête, comme de la restauration collective, mais vous avez dit nous on est plutôt village de vacances. Et ça fait écho chez moi, car à la lecture de cette loi Egalim 2 que j'ai découvert en début d'année 2023, je me suis posé la question et je me la pose toujours, de savoir si c'est pas un peu sur un malentendu que nous, centres de vacances, opérateurs hébergeurs touristiques de courte durée, sommes mis dans les cases des structures assujetties à cette loi Egalim 2 de la restauration collective. Par restauration collective, j'entends moi des restaurations, des cantines, des restaurations d'entreprises qui s'adressent à un public régulier tout au long de l'année, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. À la lecture sur macantine.fr, on est d'ailleurs dans la même catégorie, nous, centres de vacances, que les établissements pénitentiaires et les établissements de l'armée. Je me demande s'il n'y a pas un petit malentendu en haut de l'État sur ce qu'est un centre de vacances, voire même un village de vacances, ce qu'est notre réalité de terrain. Vous le disiez, Franck, Thomas également acquiescé. Et on a tous cette difficulté, nous, en approvisionnement, 2 également en personnel de cuisine. On n'est pas avec une équipe de cuisine stable. Formé à un échelon professionnel 3 étoiles, on va dire, pour travailler tout cet aspect économa, budgétaire, toutes les contraintes, entre guillemets, pour arriver à du produit, je parle des menus globaux, de très grande qualité. Si on arrive à avoir, nous, un cuisinier sur 2 ou 3 saisons consécutives, c'est très bien. Et encore, ce sera un cuisinier assez jeune, à qui déjà faire entendre qu'il va falloir respecter la saisonnalité des fruits et légumes, on sera déjà content. Donc, ma question, elle était plus là, sur est-ce que finalement, dans notre secteur, ce n'est pas la démarche Mon Resto Responsable qu'il faudrait continuer à encourager, tout en luttant autant que possible et aussi longtemps que possible sur l'obligation déclarative Egalim 2 pour notre secteur hébergement de courte durée touristique. Alors moi, j'ai envie de partager ce point de vue. Effectivement, il semble que finalement, il y ait une espèce de mélange entre notre restauration, qui est
quand même, la restauration en village de vacances, c'est plus une restauration commerciale, je vais dire, parce que on a en face de nous des gens qui payent, des clients qui viennent d'ailleurs. Tout à l'heure, c'était souligné quand on parlait des gens qui viennent en vacances dans un établissement qui est labellisé Clé Verte. Ils viennent faire de la randonnée. Et puis finalement, quand on se tourne vers eux pour avoir un peu leur avis sur la démarche ou leur demander de participer à cette démarche, on s'aperçoit qu'ils ont une démarche qui est quand même essentiellement une démarche de consommateur. Et finalement, que pour arriver à les sensibiliser, c'est quand même pas si évident que ça, même si on a affaire à des publics qui sont au départ quand même plutôt sensibilisés. Effectivement, les randonneurs, on peut imaginer que ce sont des amis de la nature. Enfin, ce sont des amis de la nature qui en même temps ont payé leur séjour et attendent de nous qu'on leur rende un service et qu'on les satisfasse. Et quand on leur explique qu'il faut faire des économies sur les quantités, ne pas se servir trop, on part de très 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 loin généralement, en particulier quand les gens viennent en groupe chez nous. Quand ils sont dans une démarche individuelle, c'est un petit peu différent, mais quand ils viennent en groupe et qu'ils se jettent sur les buffets, par exemple, je peux vous dire que la question du gaspillage alimentaire, ça passe vraiment au second plan. Et la plupart du temps, la question, c'est de dire je me sers avant que les autres se soient servis. Et qu'on ait affaire à des enfants ou à des adultes, voire à des vieux adultes, on en arrive souvent à ce constat. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on parle quand même de deux choses qui sont très différentes. Hein. La restauration collective, comme on peut l'imaginer, la restauration scolaire ou autre, et la restauration qui est dans nos établissements de vacances où on a affaire à une clientèle, il faut bien dire les choses comme elles sont, même si nous sommes gérés sous forme associative, les gens qui viennent chez nous, ils payent un séjour et ils se démarchent, ils se comportent souvent comme des clients, effectivement. Et on a des contraintes, effectivement, qui sont un peu différentes quand même, parce qu'on est sur des séjours très courts, effectivement des profils de salariés qui sont très différents aussi. La saisonnalité, c'est à prendre en compte, c'est vraiment un sujet complexe. Voilà, maintenant, moi j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la loi Egalim, savoir véritablement à qui ça s'applique, quand, etc. Ce que je vois arriver, c'est des contraintes fortes, quoi qu'il en soit, dans notre métier, parce que je pense que demain, gérer les biodéchets, tout ça, ça va s'imposer à tout le monde. Et à mon avis, ça va faire monter nos factures d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je n'aurais pas la réponse attendue par Clément. Alors, je fais quand même une différence entre un centre de vacances et un établissement pénitentiaire. Après, peut-être qu'à l'État, ils ne font pas la différence, mais ils ne sont peut-être pas souvent été en vacances en centre de vacances. Ça explique pourquoi on a toutes ces difficultés, peut-être. Après, où je suis d'accord avec Franck, c'est si on applique bêtement la loi Egalim avec nos fournisseurs habituels, ça, je suis complètement d'accord. Il va y avoir un surcoût. Enfin, on passe de 0 bio au lendemain 20%. Je vous garantis que vous allez voir la facture arriver et ça va tout de suite faire un trou dans le budget. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, comme Thomas l'a dit, en fait, c'est petit à petit en cherchant des fournisseurs locaux qui sont déjà engagés ou qui sont en conversion bio, parce que ça rentre aussi dans les critères. L'avantage, c'est que aujourd'hui, les petits fournisseurs, des fois, ils sont moins chers que le conventionnel. Mais sur plein de choses, il y a certains produits, on s'est dit, mais c'est aberrant. Jamais j'aurais pensé à acheter du bio un jour sur ce produit-là. Et là, ça coûte moins cher que le conventionnel. Bon, je prends du bio. Hein, à un moment, on regarde tous le porte-monnaie. Hein. Donc là-dessus, ouais, je rejoins un peu toutes les réactions. Si on attend
le jour où il y aura de la sanction, parce qu'un jour ou l'autre, il y en aura, je suppose, ça va faire mal. Mais par contre, si on le fait petit à petit et pour atteindre les objectifs, même si c'est dans 5 ans, bon, bah, on aura fait notre part de, comme on dit, la part du colibri. Voilà. Ouais, moi j'incite vraiment à aller comparer. Ça demande vraiment de la comparaison des fois aux produits hein, concrètement, mais on a vraiment on peut avoir de belles surprises. Et moi, je peux en citer une qu'on a découvert il y a peu de temps, sur lequel voilà, on s'est posé la question de savoir comment encore aller plus loin dans notre démarche. Notamment, par exemple, on s'est posé la question du petit déjeuner qui souvent est un peu laissé de côté, nous, sur nos structures, sur l'approvisionnement, on va dire, bio local, un peu plus en tout cas. Et on s'est posé la question, par exemple, de se dire, bah, tiens, allons chercher les céréales, par exemple, en bio. Et bah, on se retrouve avec des différences de prix au kilo où le bio est 1 € moins cher que les miel pops classiques que tu peux acheter via Pomona ou des choses comme ça. Et je pense que vraiment, voilà, il y a aussi de l'étude au cas par cas qui demande du temps. Hein. Enfin, là-dessus, ça c'est clair, mais qui peut aussi amener certaines sources d'économie et sans, enfin, en tout cas, pas de source d'augmentation, on va dire, plutôt que des sources d'économie, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le mot. Mais, mais voilà. Merci Thomas. S'il y a d'autres interventions, d'autres questions, etc., on pourra éventuellement un petit peu déborder. Sinon, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On va préserver les 10 petites minutes qui nous restent pour faire intervenir une information qui doit nous quitter en plus, je crois, à midi. Donc, je donne la parole à Maud. On a encore 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Je me présente, Cathy Dezouter, donc je suis la déléguée régionale pour Uniformation PACA. Et effectivement, vous alliez citer Amandine Tribolet. Je la laisse peut-être se présenter, qui est sur la région Aura. Oui, bonjour, effectivement. Donc Amandine Tribolet, conseillère emploi-formation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec du coup un portefeuille moi sur l'Ain et la Savoie et avec des collègues qui interviennent sur l'ensemble du territoire également. Voilà, donc on est à deux pour pouvoir écouter un petit peu vos besoins. Donc merci beaucoup de nous avoir invités à cette visio qui était extrêmement intéressante pour nous, puisque sur l'ensemble des branches avec lesquelles on travaille à Uniformation, on sait que le tourisme social est extrêmement avancé sur les questions de transition écologique et d'alimentation durable. Et donc, on voulait vous faire savoir un petit peu ce que l'État fait avec nous, puisque vous avez des injonctions en termes de labels, en termes de loi Egalim, j'entends aussi. Mais nous, de notre côté, l'État nous a confié des fonds importants sur ce qui s'appelle le FNE, le Fonds national pour l'emploi, pour lequel on peut vous aider sur tout ce qui concerne les nouvelles compétences par rapport à toutes ces mutations et par rapport à ces transitions. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que les fonds disponibles, je commence par l'aspect financement pour que peut-être vous intéressiez un petit peu plus à ce qu'on va vous dire. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, le financement va pouvoir concerner des formations sur des coûts pédagogiques au réel, des frais annexes au réel et en plus une rémunération qui pourra être financée à hauteur de 11 € de l'heure pour les formations, qu'il y ait un remplacement ou pas. Ce sont des choses assez inhabituelles, puisque dans la branche du tourisme social et familial ou dans la branche éclat dont vous faites partie, la plupart du temps, on ne peut pas aller jusqu'au financement des salaires pendant les temps de formation. Donc, on a entendu beaucoup de choses sur les achats en circuit court, sur la lutte contre le gaspillage, le commerce équitable, la difficulté en termes d'approvisionnement, de gestion des budgets, de rationalisation des budgets. Ça peut se discuter, puisqu'en fait, les 4 thèmes sur lesquels le FNE peut intervenir, le premier, c'est la transition écologique. Le deuxième, c'est la transition numérique. Le troisième, c'est l'alimentation durable. Et le quatrième, tous les événements autour des JO 2024. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qui concerne les JO 2024, mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille quand vous devez former vos personnels aux langues, par exemple, pour pouvoir accueillir les touristes lors des JO. Puisque je sais que sur la région PACA, notamment sur Marseille et sur Nice, on va pouvoir accueillir les JO. Mais là, revenons à l'alimentation durable. Ça peut concerner, par exemple, une formation sur un label, une formation sur une loi, une formation pour pouvoir mieux gérer les circuits courts,
pour pouvoir mettre en place des actions sur le gaspillage alimentaire, peut-être par rapport au compost aussi, je ne sais pas. Voilà, donc on est à votre disposition pour les questions autour de ça. J'ai entendu parler des difficultés de budget, des difficultés de gestion. Alors, on s'est posé la question avec Amandine tout à l'heure, on s'envoyait des petits textos. Quand on parle de transition numérique ou de transition en termes d'alimentation durable, on ne va pas pouvoir vous aider à vous former, par exemple, sur le tableur Excel ou sur d'autres logiciels. Par contre, quand on va être sur de la gestion d'outils pour pouvoir mettre en place un nouveau process relatif à l'alimentation durable, oui. Donc, il va falloir en discuter avec vos conseillers sur le terrain, parce que dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à faire. Vous disiez aussi que il fallait peut-être vous laisser du temps pour vous former, pour anticiper, parce qu'il y a les attendus, il y a les lois, et puis il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous avez toujours fait, puisque vous êtes des villages vacances et que vous êtes investis sur les questions de développement durable. Ce n'est pas nouveau pour vous. Par contre, quand on est sur des labels éco-responsables, c'est peut-être plus compliqué. Donc voilà, laissez-vous le temps peut-être de vous former, vous, en tant que dirigeant, et ensuite former vos salariés, puisqu'il y a des possibilités chez nous. Derrière, la gestion du dossier va être assez simple, hein, puisqu'il va falloir déposer une demande d'aide financière, comme d'habitude, avec en plus une demande de subvention FNE qui est un petit peu particulière. On vous demandera le programme de formation, le devis. Mais la gestion du dossier n'est pas très compliquée, si ce n'est que la demande de financement de formation doit nous arriver avant le démarrage de la formation. Il n'y a pas d'effet rétroactif possible. Ça, c'est extrêmement important, parce que si vous avez travaillé avec Uniformation sur l'ancien FNE, on a pu gérer des dossiers de façon rétroactive, ça n'est plus le cas. Les formations doivent faire un minimum de 4 heures, mais ça, c'est pas nouveau, puisqu'en général, la formation, pour être considérée comme imputable, doit faire 4 heures minimum et elle ne peut pas faire plus de 12 mois. Si jamais vous allez vers des certifications spécifiques, ça peut exister. Uniformation va devoir engager le dossier avant la fin de l'année, sachant que la formation peut démarrer sur 2023 comme elle peut démarrer sur 2024. Donc, ça veut dire que nous, on va vous demander de déposer vos demandes de financement avant le 30 novembre. Ça va vous faire mourir de rire. On est le 1er octobre et on vous dit de déposer votre dossier avant le 30 novembre. On réagit comme vous et on demande à l'État de nous accorder des reports. Donc, si vous n'êtes pas prêt à formaliser des demandes de financement relatives à toutes ces questions d'alimentation durable, de transition écologique ou de transition numérique ou autre, concernant les JO, contactez-nous, parce que je pense qu'il y aura des reports possibles. Donc, ne vous butez pas sur cette date du 30 novembre. Laissez-vous la réflexion des formations à mener pour que l'ensemble de vos salariés soient éco-responsables et que vous puissiez aller vers ces nouvelles normes que vous demande l'État aujourd'hui. Et on sera à votre écoute. Voilà, je ne sais pas, Amandine, j'étais extrêmement rapide. Est-ce que tu as des précisions à faire? Je ne suis pas rentrée sur les types de formations qu'on pouvait vous financer, mais je pense que tout ce qui a été cité aujourd'hui est possible en termes de formation. Amandine, il y a peut-être une petite précision. Je ne suis pas rentrée dans les détails sur les coûts pédagogiques, les frais annexes, les rémunérations, mais tout est finançable. Les types de formation, on est assez ouvert. Je pense qu'il faut en discuter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une question si Amandine ne souhaite pas prendre la parole. Vous avez parlé de la branche du TSF et d'Éclat qui, en effet, fédère une grande partie de nos membres. Il y en a aussi pas mal, et notamment qui sont présents aujourd'hui, qui sont régis par la branche HCR. Est-ce qu'Uniformation peut intervenir ou pas du tout? Alors, la branche HCR, il va falloir m'expliquer ce que c'est déjà, parce que HCR, c'est un terme que je ne connais pas, donc c'est pas très bon signe. D'accord, donc ça veut dire que... Alors, bonne nouvelle, donc j'imagine que ça dépend d'Acto. Les adhérents qui sont présents ici doivent dépendre d'un OPCO qui s'appelle Acto. Acto, comme tous les OPCO, a des fonds du FNE. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons des branches, nous, à Uniformation, qui sont extrêmement réactives et qui ont cofinancé ce Fonds national pour l'emploi, puisqu'en fait, le FNE va accorder entre 50 et 60% du coût pédagogique et de la rémunération, pas les frais annexes. Voilà, donc attention aux critères qui ont été indiqués par Uniformation, qui sont extrêmement favorables. Voilà, alors, sauf si la branche si la branche hôtellerie a cofinancé chez Acto
là, effectivement, les solutions seront plus faciles. Mais le FNE finance 50 à 60% du coût pédagogique et des salaires. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, Julien nous quitte, donc j'en profite pour remercier grandement Julien pour ses interventions successives, très intéressantes. À très bientôt, Julien. À bientôt, merci, bonne journée. Écoutez, s'il n'y a pas de questions spontanées, il est midi pile, donc on est parfaitement dans le timing. On reste là jusqu'à ce que chacun d'entre vous nous quitte, mais sinon, vous pouvez retourner à vos occupations, peut-être certaines proches de vos cuisines ce midi. Et en tout cas, au nom de l'ensemble des co-organisateurs UNAT-PACA, UNAT-Aura, Réseau Apogée et Collectif Junior Auvergne-Rhône-Alpes, donc Auvergne Junior, Savoie-Mont-Blanc Junior et Iserdrome Destination Junior, nous vous remercions pour votre participation et les échanges riches et nombreux qui nous ont occupés aujourd'hui. On reste disponible si certains souhaitent continuer à échanger. Pour les autres, bonne journée. Merci, à bientôt.